sa recherche philosophique et sociologique est vaste et les sujets dont il a traité sont variés, allant de l'ethnométhodologie des sciences, analyse du territoire, de la politique écologique à l'étude anthropologique du système juridictionnel français. Je voudrais dire qu'en ces temps difficiles et troublés, l'Académie des Français-Roms est particulièrement honorée et voudrait exprimer toute sa gratitude à M. Latour d'être venu, d'avoir maintenu ce rendez-vous qui est si important pour nous tous. Voilà, je vous laisse à l'écoute de ce soir, à cette performance. Je voudrais juste dire 2 mots. Je vous prie de ne pas enlever vos masques pendant toute la durée de la performance et également de faire très attention et de maintenir les distances de sécurité en sortant en fait, de la conférence. Donc vraiment, attendez. Mais moi, j'ai le droit de ne pas avoir de masque. Tout à fait. On est à distance suffisante. Merci et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Merci Francesca, merci à la Villa. Je vais vous soumettre à une petite expérience en tirant 3 extraits d'un travail que je poursuis avec Frédéric Aitwati, qui est une historienne des sciences et metteuse en scène, sur le lien entre quelqu'un qui a non pas habité ici, Francesca vient de me le dire, mais qui a probablement souvent traverser ces lieux, c'est-à-dire Galiléo Galilei, et un autre personnage qui n'est jamais venu ici, qui s'appelle James Lovelock. Vous êtes forcément au courant des démêlés de Galilée avec l'Église. Le conflit de la science et du progrès contre l'Église et la réaction, tout le monde connaît. Aujourd'hui, c'est devenu un cliché. Il suffit de mettre un bonhomme en soutane pour savoir qu'il a tort et qu'il va persécuter quelqu'un d'autre. À plus forte raison s'il est recouvert de la pourpre du cardinalat. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que, dans la pièce de Brecht que je vais utiliser comme exemple et comme parallèle, il y a un très vieux cardinal qui va s'opposer à celui qu'il nomme, Galilée, un ennemi de l'espèce humaine. C'est un extrait de la scène 6. La scène se passe à Rome, c'est pour ça que je l'ai choisi, en 1616, devant la salle où le grand savant, Clavius, doit prononcer son verdict sur les découvertes de Galilée, qui prétend avoir vu des lunes tourner autour de Jupiter, ce qui pourrait offrir une assez belle preuve de la théorie de Copernic, qui, comme vous le savez, était disputée. La tension est extrême, tout le monde est très tourneboulé, des petits curés, pour se moquer de l'idée absurde et saugrenue que la Terre pourrait se mouvoir, se mettent à tournoyer sur eux-mêmes pour finir par s'affaler sur le sol en riant de l'instabilité d'un système solaire aussi ridiculement conçu. Que Clavius donne raison à Galilée et les moines, évidemment, ne riraient plus si fort. Si le très vieux cardinal m'intrigue tant, c'est parce qu'il rattache de façon très claire l'ordre du cosmos, bousculé par Galilée, à l'ordre moral et social auquel il tient mordicus. Citation du Galilée de Brecht, vieux cardinal parle. « J'ai ouï dire que ce monsieur Galilée déplace l'homme du centre de l'univers pour le reléguer quelque part dans la marge. Il est par conséquent très clairement un ennemi de l'espèce humaine. Il faut le traiter comme tel. L'homme est le joyau de la création, tous les enfants le savent. Il est la créature de Dieu, la plus parfaite et la plus aimée. Comment pourrait-il placer une telle merveille, fruit de tant d'efforts, sur un minuscule petit astre à l'écart de tout et toujours fuyant? Enverrait-il son fils dans un tel endroit? Comment y a-t-il des gens assez pervers pour croire à ces esclaves des tables de calcul? Quelle créature de Dieu pourrait tolérer une telle chose? Fin de la citation de Galilée. Il écarte les moines qui veulent le retenir, s'excite tellement qu'au paroxysme de l'indignation, il tombe en syncope. Je signale que vous pouvez voir sur YouTube l'extraordinaire mise en scène de cette pièce par Lauzet, qui lui-même avait mis la pièce de Brecht en scène à Los Angeles en 1945. Nouvelle citation, toujours la suite. « Vous voulez avélir la terre alors que vous vivez sur elle et que vous recevez tout d'elle. Vous souillez votre propre nid. Mais moi, quoi qu'il arrive, je ne le tolérerai pas.
Je ne suis pas n'importe quel être sur n'importe quel petit astre qui tourne en rond n'importe où. Je marche d'un pas assuré sur une terre ferme. Elle est fixe, elle est le centre de l'univers. Et moi, je suis au centre. Et l'œil du Créateur est fixé sur moi et sur moi seul. Autour de moi, rivés aux 8 sphères de cristal, tournent les étoiles fixes et le soleil prodigieux qui a été créé pour éclairer ce qui m'entoure. Et moi avec, pour que Dieu me voie. Aussi visiblement et irréfutablement, tout dépend de moi, l'homme, fruit de l'effort divin, la créature en son milieu, l'image de Dieu impérissable, et, disent les didascalies de Brecht, il s'effondre. Fin de la citation. L'auditoire, si vous avez vu la pièce, est supposé rire de ce cardinal grotesque qui s'accroche à son passé, grotesque et dangereux. Il trouve que Galilée ressemble beaucoup à cet homme que nous avons brûlé en son temps, dit-il, à savoir Giordano Bruno, Piazza Navona. Si on a brûlé l'un, l'autre sent déjà très fort l'odeur de la chair brûlée. Le conflit est clair comme le jour. L'Église se dresse contre l'irruption de la science nouvelle, le passé contre l'avenir, la censure contre la liberté de penser. Et vous, l'auditoire de la pièce, vous savez qui est dans son tort et qui a raison. Il suffit de regarder qui porte la soutane. La messe est dite. Maintenant, l'expérience commence. Je vous la fais subir. Retirez au vieux cardinal sa barrette, son anneau, sa pourpre, et écoutez ce qu'il dit aujourd'hui, si vous le pouvez, d'une autre oreille. Seriez-vous prêt à le trouver aussi ridicule? Ne sentez-vous pas qu'il parle votre langue et qu'il exprime très exactement ce que vous pensez? Je reprends la séquence. J'ai ouï dire que ces scientifiques de la Terre déplacent l'homme du centre de l'univers pour le reléguer quelque part dans la marge. Ils sont par conséquent très clairement des ennemis de l'espèce humaine. Il faut les traiter comme tels. L'homme est le joyau de la création, tous les enfants le savent. Il est au sommet de la création la plus parfaite et la plus évoluée. Comment pourrait-on placer une telle merveille, fruit de tant d'efforts, au même niveau que les cycles de la nature? Comment y a-t-il des gens assez pervers pour croire à ces esclaves des modèles de la Terre et des tables de calcul? Quel humain raisonnable pourrait tolérer une telle chose? Vous voulez avilir la terre alors que vivez sur elle et que vous recevez tout d'elle. Vous souillez votre propre nid. Mais moi, quoi qu'il arrive, je ne le tolérerai pas. Je ne suis pas n'importe quel être à égalité avec n'importe quel animal, plante, champignon ou microbe, comme le disent tous ces scientifiques. Je marche d'un pas assuré sur une terre ferme. Elle est fixe, elle est le centre de l'univers. Et moi, je suis au centre. Et l'axe du progrès, comme dirait M. Macron, est dirigé sur moi et pour moi seul. Autour de moi, solidement attachés aux écosystèmes, tournent les cycles naturels. Et le soleil prodigieux qui a été créé pour éclairer ce qui m'entoure et moi avec, pour que nous profitions de cette énergie. Ainsi, visiblement et irréfutablement, tout dépend de moi, l'homme, fruit de l'effort de toute la nature, la créature en son sommet, l'image de l'intelligence impérissable, et je suppose qu'il s'effondre en larmes. Fin de la citation. J'admets que j'ai un peu triché. J'ai enlevé ce qui nous éloigne le plus de 1616. Les références à cette histoire de Dieu et de son Fils que nous ne faisons plus dépendre aujourd'hui d'un modèle astronomique particulier, justement, depuis cette affaire Galilée qui a dissocié les deux. Mais j'ai gardé l'essentiel, la place de l'homme qui se trouve chassé de sa position centrale par toutes ces additions de cycles géochimiques qui nous interdiraient tout progrès, nous rendraient coupables de crimes effroyables, surtout nous les vieux, et, c'est là le pire, qui nous enfermerait à jamais dans la prison de la nature avec les bactéries, les scorpions, les tiques et les salades. Vous avez compris ce que j'essaie de faire assez maladroitement. J'essaie de vous faire battre le cœur comme si vous étiez en 1616. Vous entendez les avertissements venus des sciences de la Terre. Ces nouvelles heurtent de plein fouet vos convictions les plus établies et surtout vous chassent
de votre rôle d'humain au centre de tout. Que faites-vous? Mais, mesdemoiselles, messieurs, vous prenez parti contre les sciences. Mais alors, nous sommes d'accord avec le très vieux cardinal. Vous êtes à deux doigts de condamner l'équivalent actuel de Galilée. En tout cas, vous n'êtes pas très gêné qu'on le relègue chez lui en essayant d'oublier ses ouvrages, c'est-à-dire d'oublier les sciences de la Terre. Le parallèle n'est-il pas complet? Bon, peut-être que vous n'encouragez pas le bras séculier à brûler les hérétiques en place publique sur la Piazza Navona, mais vous vous y prenez plus insidieusement. Vous vous contentez d'ignorer ces nouvelles ou de n'en rien faire. Je me permets de vous assurer qu'au XVIIe siècle, vous seriez resté résolument géocentriste. Fin du premier extrait. J'ai l'impression que j'ai échoué à vous émouvoir avec mon parallèle. Vous avez l'air de le trouver quelque peu outré. Quand même, vous ne voyez vraiment aucune ressemblance entre 1616 et 2020? 2 fois, il s'agit de la Terre qui se met en branle. 2 fois, ce grand ébranlement dans le cosmos fait trembler tout l'édifice des croyances sociales, morales. 2 fois, les sciences sont accusées d'avilir, d'abaisser, de réduire l'humain sur Terre. 2 fois, toutes les puissances de la réaction se mettent en marche pour les faire taire. Et vous restez là, assis comme des souches, sans ressentir aucune parenté avec le très vieux cardinal, vraiment? C'est peut-être que vous ne voyez pas le lien entre les 2 découvertes scientifiques que j'essaie de mettre en scène. Et c'est vrai, nous avons tous appris à l'école la grande histoire de Copernic. Nous savons qu'il y a une grande différence entre placer la Terre au centre d'un cosmos bien ordonné avec la Lune, les planètes, le Soleil solidement attachés sur des sphères de cristal et au-dessus, très loin, Dieu le Père embrassant le tout de son grand manteau. Ou alors mettre le Soleil au centre et faire tourner autour de lui les planètes dans un univers infini. Plus d'emplacement pour Dieu, nous le savons, toutes les terres se ressemblent, boules de billard entre boules de billard. Voilà une scénographie qui fonctionne bien. Cosmos clos d'un côté, univers infini de l'autre. Un choix simple, où la Terre est immobile, où elle se meut. Les réactionnaires tiennent à la première version, les progressistes à la seconde. Cette leçon d'histoire et d'astronomie, il faut le reconnaître, est bien faite pour frapper les esprits et s'inscrire dans vos caboches. Ma leçon d'histoire, à moi, elle aussi, je voudrais qu'elle frappe vos esprits, sauf qu'elle n'est pas enseignée. Et pour cause, nous sommes en plein dedans. Rien n'est fait, rien n'est joué. Et en plus, les positions sont inversées. Sur les bancs de l'école, on applaudit au courage de Galilée contre les cardinaux. Mais ici, ce soir, sur ces bancs, devant moi, je prétends que vous êtes comme les cardinaux, qui insultaient la science nouvelle et souhaitaient la faire disparaître. Brecht, il n'a pas eu à se donner du mal. Chaque spectateur sait d'avance que Galilée est un héros, sauf dans la dernière scène. Mais moi, je n'ai pas de héros. Je ne sais même pas s'ils ont raison. Je me retrouve comme en 1610, inquiet, fasciné, surpris, ébranlé par ce que j'entends sur les émotions nouvelles que subirait la Terre. J'hésite et je tremble. Et pourtant, il s'agit bien du mouvement de la Terre et d'une opposition bien plus grande que celle entre le géocentrisme et l'héliocentrisme. Et surtout, d'une opposition bien plus radicale sur la nature des mouvements qui l'animent. Il ne s'agit plus, croyez-moi, de faire rouler des boules de billard dans l'univers infini. Michel Serres l'avait dit il y a longtemps. Si Galilée est connu pour avoir murmuré dans sa barbe à propos de la Terre contre les cardinaux qu'il avait condamnés, et pourtant, elle se meut. Il faut imaginer, disait Serres, un savant d'aujourd'hui condamné par vous au silence, qui murmurait dans sa barbe, et pourtant, elle s'émeut. Qui, elle? Mais la Terre, bien sûr. Voilà comment Serres dressait le parallèle dans son contrat naturel.
il nous faudrait un héros que je puisse mettre en scène et dresser face à Galilée pour rendre mon parallèle plus dramatique. Ce rôle, je vais le confier à James Lovelock, ou plutôt à un couple que je voudrais rendre célèbre, formé de James Lovelock et de sa collègue, hélas décédée, Lynn Margulis. Évidemment, ça n'entraîne pas les mêmes familiarités que si je parlais de Galilée ou de Newton, puisque je suis sûr que vous ne les connaissez presque pas. Disons que ce sont eux qui murmuraient, et pourtant, elle s'émeut. Galilée et Lovelock, je prétends, ce sont les frères jumeaux de la Terre qui tremble. Les frères jumeaux de la Terre qui tremble. Je prétends, j'affirme, qu'entre l'ancienne Terre Géo et leur nouvelle Terre Gaïa, il y a la même différence qu'entre la Terre du géocentrisme et celle de l'héliocentrisme, mais que les conséquences en sont infiniment plus pressantes. Ce que Galilée découvre le 6 février 1610, comme vous le savez, c'est que la Terre et la Lune sont faits dans le même matériau. Ce que Lovelock découvre à Pasadena en 1965, c'est au contraire que la Terre diffère absolument de Mars, de Vénus et des autres corps célestes, ces corps que Galilée avait unifiés. Regardez cette table que vous avez dans la main ou sous votre siège. Qu'est-ce que vous voyez? Ça n'est pas sorcier. L'air que vous respirez aujourd'hui dans cette salle, est composé de tous ces gaz. Si vous étiez sur Mars ou Vénus, ce serait du CO2 à 98%, et il n'y aurait pas d'oxygène du tout. Regardez les tables, l'azote serait à 2% au lieu de 70%. D'où vient la différence? Regardez la colonne 2, c'est la découverte de Lovelock, des vivants. Supprimez les vivants qui maintiennent cette différence géochimique, la Terre devient stérile et tantôt brûlante, tantôt glacée comme Mars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'atmosphère terrestre est en constant déséquilibre, celle de Mars, chimiquement complètement équilibrée. Quelques disputes encore sur ce point. L'oxygène et le méthane, vous l'avez tous appris à l'école, réagissent l'un avec l'autre. Ils auraient dû disparaître depuis longtemps. Et pourtant, depuis quelques milliards d'années, ces proportions restent les mêmes. Donc, quelque chose les maintient constamment dans la même proportion. Quelque chose qui agit en sous-main et qui alimente en gaz l'air que vous respirez. Il n'y a pas l'atmosphère qui serait miraculeusement un cadre et les vivants qui seraient à l'intérieur de ce cadre. Les vivants font leur propre atmosphère. Elle sourd, elle suinte d'eux. Ces arbres, ces feuilles, ces bactéries, ces salades ne sont pas dans la nature. Ils la font, ils la tiennent, ils la portent, ils la maintiennent par tous leurs pores. Autrement dit, comme le dit Emanuele Coccia, vous respirez les déjections des vivants. Les vivants ont créé ses propres conditions d'existence favorables aux vivants. Ils se sont créés librement eux-mêmes, en profitant du soleil dont ils ont appris à capter la lumière à leur profit. C'est de l'héliocentrisme, puisque le soleil est au centre, mais c'est bien du géocentrisme, puisque tout tourne autour des vivants qui ont attribué au soleil la capacité de les faire tourner. On est passé des histoires de cercles dans l'espace, Galilée, à des affaires de cycles dans le temps. Des cercles d'un côté, des cycles de l'autre. Et voilà, peu à peu, les choses se compliquent. Les nuages de pluie qui couvrent l'horizon, ce sont des bactéries qui les ont ensemencés. Le ciel où courent les nuages se maintient parce que les microbes y ont entassé leur déjection depuis des milliards d'années. Sans eux, d'ailleurs, la vapeur d'eau aurait disparu depuis longtemps, laissant une Terre aussi stérile que Vénus. La température moyenne dont vous profitez, sur des milliards d'années, c'est assez extraordinaire, c'est encore la multitude immense des animés qui vous l'accordent.
L'air même que vous respirez, c'est aux arbres et aux bactéries que vous croyez être dehors que vous le devez. Quant à la montagne, il suffit de regarder les fossiles gravés dans le marbre de les escaliers de la Villa Médicis pour comprendre qu'elle vient, elle aussi, de l'activité immensément reculée de ces bestioles. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe avec cette seconde révolution scientifique? Les animés ne se tiennent plus à côté l'un de l'autre, mais ils commencent à se superposer, à baver l'un sur l'autre, à se mêler, à s'entrelacer. Ces belles et profondes pensées que vous pensiez avoir, c'est 1 milliard de bactéries et de phages divers dans vos intestins respectifs qui vous autorisent à les maintenir. Le paysage se défait, le tableau s'efface. Et même cette table, cette chaise, cette lampe, et même, voilà que s'y ajoutent 1000 connexions étranges, eux aussi sont chassés de leurs coquilles. Le bois dont la chaise est faite, zut, c'est du plastique, enfin, vient d'une forêt lointaine. Le fer de ce machin, c'est probablement de l'acier, peu importe. Ce sont encore des bactéries qui l'ont accumulé dans les roches. Au coton de mon habit s'ajoutent bientôt les paysans de l'Inde et leur labeur. La mise en mouvement de tous ces êtres superposés vous emporte. Vous êtes confinés. Vous n'avez plus de chez vous. Il n'y a plus de dehors. Vous ne voyez plus rien comme un spectacle. C'est comme si une foule avait pénétré votre fort intérieur et vous entraînait dans la rue. Il y avait avant des objets que vous pouviez contempler de l'extérieur dans cette grande période que nous célébrons ici. Il n'y a plus que des agents. Et vous êtes l'un d'eux. Et vous êtes dedans. Mais non, vous n'êtes pas l'un d'eux. Vous, vos forêts, vos microbes, vos rochers, vos gaz, votre atmosphère. Vous êtes le milliard d'eux. Myriades de myriades entrelacées. Et toujours cette conséquence immédiate que Jim Lovelock et Lynn Margulis tirent aussitôt dans leurs articles, dès le milieu des années 80, vous êtes parfaitement capable, comme les bactéries, comme la chlorophylle des feuilles, de souiller votre propre nid. Rappelez-vous, c'est dans tous les manuels, l'oxygène, quand il est apparu il y a quelques milliards et demi d'années, 2,5 apparemment, était un poison si puissant qu'elle a tué tout ce qui profitait jusque-là de l'atmosphère, avec beaucoup de CO2. Vous aussi, vous pareillement, vous êtes de taille à rendre inhabitable le petit cercle de vie dont vous dépendez et d'entraîner dans cette perte des milliards d'humains qui n'y sont pour rien et des milliers d'espèces avec vous. À peine émise l'hypothèse de Gaïa, apparaît le spectre de l'Anthropocène. Vous comprenez que si je parle de symétrie inverse, ce n'est pas pour faire le pédant. D'un côté, il y a la révolution copernicienne qui, curieusement, ne change rigoureusement rien à l'ordre du monde. Comme vous savez, on se rappelle, le Soleil tourne autour de la Terre ou la Terre tourne au Soleil, aucune différence. Ça n'intéresse que les spécialistes. Qui s'est trouvé médiatisé par erreur, dans le Palazzo Barberini à côté, au point de passionner non seulement l'Inquisition, mais aussi le petit peuple, et qui sert depuis 4 siècles de marqueur indisputable à l'émergence d'un nouveau monde. De l'autre côté, il y a l'émergence de Gaïa, qui change tout à l'ordre du monde, qui devrait intéresser tout un chacun, que l'on ne parvient pas à médiatiser, parce qu'elle est étouffée par une sorte d'inquisition qui empêche le petit peuple de s'en emparer pour en faire une révolution qui marquerait vraiment une ère nouvelle. Vous voyez toujours pas le parallèle? Le Galilée de Brest, je cite, « Je prédis que de notre vivant on parlera d'astronomie dans les marchés. Même les fils des poissonnières se rendront au courant dans les écoles, car il plaira à ces hommes de nos villes, avides de nouveautés, qu'une astronomie nouvelle fasse aussi mouvoir la terre. » Et moi, je murmure in petto. J'avais prédit que de mon vivant on parlerait de Gaïa dans les marchés. Même les filles de programmeurs se rendraient en courant sur le terrain. Mais il n'a pas plu aux hommes de nos villes, lassés de toutes les nouveautés, qu'une théorie nouvelle fasse ainsi mouvoir la terre et les émeuve à l'excès. Bon, je passe beaucoup d'épisodes. Je continue à grignoter comme un colimaçon l'admirable pièce de Brecht, que je squatte sans le moindre scrupule. Je suis arrivé à peu près à refaire tous les épisodes, en vous demandant de vous livrer encore une fois à une reprise de la scène 8, au cours de laquelle, si vous vous en souvenez, un petit moine, Fulgentio,
excellent physicien, vient annoncer à Galilée qu'il abandonne la science. Pourquoi? Pour ne pas désespérer ses parents. Brecht est un bon communiste. Le lien des infrastructures et des superstructures, ça le connaît. C'est la raison pourquoi il a saisi aussi bien que tous les historiens actuels de la période en quoi l'ordre du monde, au sens de cosmos, et l'ordre du monde, au sens de la société, n'en font qu'un. Citation de Galilée furieux de la décision de Fulgencio. « Vos paysans de compagnie payent les guerres que le vicaire du doux Jésus mène en Espagne et en Allemagne. Pourquoi met-il la terre au centre de l'univers? Pour que le Saint-Siège puisse être au centre de la terre. » C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez raison, il ne s'agit pas des planètes, mais des paysans de campanie. En faisant cet exercice avec des étudiants, j'ai demandé à certains de refaire la scène du petit moine. Je vous donne un exemple du résultat. Cela pourrait vous éclairer si vous voulez faire l'exercice. Si on avait plus de temps, on l'aurait fait. Mes parents ont voté pour Trump. Ils ne croient pas du tout au réchauffement climatique. Ils ont travaillé toute leur vie pour Ford. Mon père est ingénieur, il a bien réussi. Nous avons une grande maison, une piscine, des économies. C'est ce qui permet mes études d'art ici, pour être un pensionnaire. Et vous voulez que j'aille lui dire, papa, désolé, mais tout ce que tu as fait en concevant et en développant des voitures, en travaillant pour Ford, c'est d'avoir foutu en l'air la planète, d'avoir détruit toutes les chances pour mes enfants, tes petits-enfants, d'avoir un environnement viable, une planète habitable? Vous voulez que je désespère? Que je lui dise que le progrès était une idée détestable? Que les États-Unis se sont fourvoyés? Qu'ils ne sont pas cette ville sur la colline censée éclairer le monde? Qu'ils sont des criminels? Et que moi, leur fille, je les jugerai, comme les Allemands des années 50 ont jugé leurs parents? Que je vienne fouiller dans leurs paquets d'actions et leurs titres de propriété et que je leur demande « Qu'avez-vous fait pendant les 30 Glorieuses? Qu'avez-vous fait au début de l'Anthropocène ?» Ils sont intelligents. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ils n'ont pas le choix de ne pas être climato-sceptiques. On ne change pas sa vie à 60 ans. Alors, je préfère ne rien leur dire, je hoche la tête et je quitte la maison aussi vite que je peux. C'était l'équivalent, maintenant, vous avez compris. Vous voyez comme elle est proche du petit moine, cette étudiante, et que le lien entre l'agitation de la Terre et la possibilité d'un ordre social vivable est si fort qu'il nous oblige à prendre des précautions pour ne pas tout bouleverser d'un coup. Dernière section. Contrairement à ceux qui ont montré sa tragédie, c'est-à-dire celle de Brecht, il faut admettre l'innocence finalement des cardinaux, puisqu'on réagit pareil. L'Église était attaquée, elle s'est défendue pour empêcher que la Terre tourne en vain dans un espace vide. On aurait tous fait la même chose. On fait la même chose. Et ce soir, si vous prenez la même position qu'eux contre ces dangereux innovateurs, Jim Lovelock et Lynn Margulis, qui font tourner la Terre autrement que la plupart d'entre vous ne le souhaitent. J'essaye toujours de trouver la solution. Pourquoi c'est si difficile d'absorber cette révolution jusqu'à ce que Frédéric Aïtouati, avec lequel je travaille, me la suggère en me mettant sous les yeux un texte que je connaissais, mais je l'avais mal lu, de Fontenelle, en 1686, 2 générations après Galilée, que vous connaissez sûrement, les entretiens sur la pluralité des mondes. Et inévitablement, à l'époque, quand on veut faire de la pédagogie, c'est-à-dire d'enseigner Descartes, on fait appel à une marquise. Et une marquise un peu fofolle, ça fait partie du style de l'époque. Mais vous allez voir que cette marquise va se rebiffer. Si j'ai pu vous convaincre d'entendre différemment la pièce de Brecht, quoique je doute que j'ai réussi, vous n'aurez pas de mal à comprendre pourquoi cette marquise va très vite protester. Ce qui est amusant, et c'est tout le travail de Frédéric que j'utilise ici, c'est que d'après Fontenelle, pour comprendre vraiment ce nouveau monde inventé par Galilée, Descartes, etc., il faut d'abord se rendre à l'opéra. Comme la marquise est une femme,
jeune et noble, il est entendu qu'elle croit sottement, comme toutes les femmes de l'époque, pour Fontenelle, en toutes sortes de forces magiques ou supernaturelles. Elle ressent donc, à n'en pas douter, un grand désir de révélation. L'opération de déniaisement va consister à la faire passer des loges aux coulisses en inspectant les cintres. Voilà, c'est toujours au théâtre que le monde commence. Fontenelle, je cite, c'est Fontenelle qui parle. « Sur cela, je me figure toujours que la nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l'opéra. Du lieu où vous êtes à l'opéra, vous ne voyez pas le théâtre tout à fait comme il est. On a disposé les décorations et les machines pour faire de loin un effet agréable et on cache à votre vue ces roues et ces contrepoids qui font tous les mouvements. » Chose qu'on aurait parfaitement compris ici, évidemment, à Rome à l'époque. « Aussi, ne vous embarrassez-vous guère de deviner comment tout cela joue. Eh bien, dans les machines que la nature présente à nos yeux, les cordes sont parfaitement bien cachées. Et elles le sont si bien qu'on a été longtemps à deviner ce qui causait les mouvements de l'univers. » Donc, fin de la citation. Vous voyez la première scène, mise en place de la salle. Scène 2, on va peupler le passé de philosophes idiots, de spectateurs imbéciles qui ont été longtemps prisonniers des apparences avant que Descartes apparaisse. Fontenelle, je cite. « Car représentez-vous tous les sages à l'opéra, ces Pythagore, ces Platon, ces Aristote, et tous ces gens dont le nom fait aujourd'hui tant de bruit à nos oreilles. Supposons qu'ils voyaient le vol de Phaéton que les vents enlèvent, qu'ils ne pouvaient découvrir les cordes, et qu'ils ne savaient point comment le derrière du théâtre est très disposé. Eh bien, l'un d'eux disait, c'est une certaine vertu secrète qui enlève Phaéton. L'autre dirait, Phaéton n'est pas fait pour voler, mais il est mieux voler que de laisser le haut du théâtre vide. Et cent autres rêveries que je m'étonne qui n'ait perdu de réputation toute l'Antiquité. » On se moque donc évidemment du passé. Fin de la citation. Scène 3, roulement de tambour, fumigène, descente des lustres, enfin Descartes vint et la lumière fut. Fontenelle, nouvelle citation. À la fin, Descartes et quelques autres modernes sont venus qui ont dit « Phaéton monte parce qu'il est tiré par des cordes et qu'un poids plus pesant que lui descend. Ainsi, on ne croit plus qu'un corps se remue s'il n'est plus tiré ou plutôt poussé par un autre corps. On ne croit plus qu'il monte ou qu'il descende si ce n'est par l'effet d'un contrepoids ou d'un ressort. Et qui verrait la nature telle qu'elle est ne verrait que le derrière du théâtre de l'opéra. » La marquise. À ce compte, la philosophie est devenue bien mécanique. Fontenelle. Si mécanique que je crains qu'on en ait bientôt honte. On veut que l'univers ne soit en grand que ce qu'une montre est en petit, et que tout ce qui conduise par des mouvements réglés qui dépendent de l'arrangement des parties. La marquise, et là la marquise devient cartésienne. Et moi, je l'en estime beaucoup plus depuis que je sais qu'il ressemble à une montre. Il est surprenant que l'ordre de la nature, tout admirable qu'il est, ne roule que sur des choses si simples. Et là, Fontenelle, coup de chapeau à la marquise aussi cartésienne. Je ne sais vraiment pas ce qui vous a donné des idées si saines, je cite toujours, mais en vérité, il n'est pas trop commun de les avoir. Assez de gens ont toujours dans la tête un faux merveilleux, enveloppé d'une obscurité qu'ils respectent. Mais, madame, vous êtes si bien disposée à entrer dans tout ce que je veux vous dire que je crois que je n'ai qu'à tirer le rideau et à vous montrer le monde. Fin de citation. Ah, ça, pour tirer le rideau, il le tire bien, notre Fontenelle, mais pas pour montrer le monde à notre marquise, mais pour l'envelopper d'une obscurité si profonde qu'il faut attendre 4 siècles pour qu'il réapparaisse enfin au théâtre. La marquise de Fontenelle accepte résignée la leçon de son maître en se prétendant ravie de passer sa vie dans les coulisses à ne regarder que le derrière du théâtre de l'opéra et à prendre des vessies pour des lanternes,
sans plus s'étonner que toutes les choses, elles incluses, aient perdu le pouvoir de se mouvoir par elles-mêmes, aient perdu le pouvoir de se mouvoir par elles-mêmes, ce que, évidemment, la révolution suivante va rajouter. Désormais, on ne s'émouvra plus de rien, et surtout pas des chiens qui aboient ou qui s'ébrouent. Mais moi, je ne crois pas qu'une marquise d'aujourd'hui ait des idées aussi saines et se montre si docile à l'inculcation du pédagogue. Et donc j'imagine qu'elle réagirait avec une fureur mal contenue. Et donc j'ai réinventé une marquise féministe parlant le style du XVIIIe siècle que j'essaye sur vous, style compris. Ah ça, monsieur l'académicien, me prenez-vous pour une sotte, juste bonne à s'ébobir à l'opéra des effets produits par les machines? Et quoi, si je trouvais leurs effets si plaisants, c'est parce que je me doutais bien avant vous qu'il y avait des cordes, des pétards et des valets. Que diable prétendez-vous me révéler? Tout est fiction au théâtre. Et c'est pourquoi on le goûte autant. Mais je ne trouve pas le vôtre si plaisant. Vous êtes bien le dernier qui ayez qualité à me déniaiser. Car enfin, il semble que ce soit vous qui souhaitiez me rendre bête en prétendant me faire accroître que Phaéton monte parce qu'il est tiré par des cordes et qu'un poids plus pesant que lui descend. Est-ce que je ne sais pas que dans le théâtre le mieux régi, il n'est pas un seul décor qui ne se déplace sans des machinistes qui tirent ses cordes et font peser ses poids? Il appert que plutôt que votre monsieur Descartes est grand faiseur de faux merveilleux, en prétendant qu'une montre se fabriquerait toute seule, sans horloger et sans orfèvre? Prétendez-vous que votre chien aboie comme une montre tic-tac? Vous êtes bien plaisant de prétendre que dans les machines que la nature présente à nos yeux, les cordes sont parfaitement bien cachées. Dame, c'est vous qui les avez cachées en transformant, comme vous le confessez sans phare, la nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l'opéra. En prétendant me faire passer des loges aux coulisses, c'est vous, mon maître, qui tentez de me chasser des cintres où je vois à la fois les machinistes et les machines à l'œuvre pour me renfoncer dans ma loge et jouir bêtement du spectacle comme un enfant de 5 ans. Assez. Nous ne sommes pas au spectacle. Quittons, je vous prie, l'opéra. Bas les masques. Et je ne suis pas plus une marquise que vous n'êtes pédagogue. Gardez vos folies pour vous-même et ne tentez plus de les enseigner. Fin de la citation de ma féministe du XVIIIe siècle, parlant le style de l'époque. Je finis. La marquise est un peu sévère et le pauvre Fontenelle fort dépité, mais il me semble que l'argument porte. À naïf, naïf et demi. Le mécanisme n'a de sens que comme fiction de théâtre où l'on raconte une histoire comme quoi les anciens se seraient ridiculement trompés sur l'origine de tous les mouvements, alors que les modernes en auraient enfin révélé la nature. Ah, la nature de ces modernes, grands faiseurs de romans sur le théâtre des machines, on ne finirait jamais d'en faire le tour. Oui, mais vous comprenez, cela n'a jamais marché nulle part, sauf à l'opéra, et à la condition de ne pas bouger de sa loge et d'accepter de voir sur scène, de face, comme en perspective, comme devant un tableau ou une de ces choses-là, tapisserie, en perspective, devant un tableau, l'histoire du monde se racontait devant vous à bonne distance en oubliant tout le reste. Grand retour à la caverne de Platon, devenue la salle rouge et or du baroque à l'italienne. Un spectacle à machine. Voilà ce qu'ils ont appelé les Lumières, un grand spectacle qui ressemble à celui de l'opéra. Mais à un moment, le rideau tombe, le monde se révèle. Je crois bien que c'est Jim Lovelock et Lynn Margulis qui sont venus tirer le cordon, et j'entends déjà le raffut de ses sœurs venues à sa rescousse. Je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est le moment.
expérience, faire la débriefer. Une expérience n'a de sens que si on peut la débriefer. La pièce de Brecht, une des plus belles pièces de Brecht, la mise en scène de Lauzet sur Internet, que vous pouvez voir sur YouTube, est probablement la meilleure mise en scène qui soit. Vous l'avez vu à la Comédie Française et vous l'avez aimé? Ah, moi je l'ai détesté, mais c'était la vision, contrairement à celle de Lauzet, qui est pourtant celui qui l'a fondé en 1945, c'était la version rationaliste qu'on a fait à la Comédie Française. Triomphe de Galilée. Jusqu'à la scène finale qui, évidemment... Donc je me suis amusé à prendre chaque pièce, chaque scène. Je vous épargne toutes les autres, évidemment, ça durait beaucoup trop longtemps. Voir ce qui serait passé maintenant avec... Donc je vous ai mis dans les chaussures... vous êtes dans les chaussures de l'Inquisition, vous entendez que la Terre tourne d'une autre façon encore qu'elle a tourné, qu'est-ce que vous faites? La mise en scène de la Comédie Française n'indiquait à aucun moment qu'il pouvait y avoir une hésitation ou une justesse de la part de ceux qui protestaient contre Galilée dans une salle de la Comédie Française remplie à 90%, 98% de climato-sceptiques. Pas de climato-sceptiques affichés, mais de climato-sceptiques indifférents, ce que j'appelle les climato-quiétistes. Qu'un metteur en scène contemporain mette cette pièce en scène sans rien entendre. Excusez-moi, quand on admire une pièce, c'est très désagréable d'avoir des gens qui vous disent qu'ils n'ont pas aimé, mais j'essaie de m'expliquer. Comme j'étais sur ce travail, j'étais dans un état de fureur extrême. Pardon ? Ah, très bien. Ah bon, d'accord. Okay. Ce qui est intéressant dans la version de Lauzet, c'est que c'est très incertain le Galilée qu'il a. Alors qu'elle est très vieille, elle date des années 70. Il y a un Galilée qui est très... En particulier la dernière scène, évidemment, très surprenant. Bon, alors c'est à vous de me dire, moi, je ne sais pas. Ça marche ou ça ne marche pas, mon affaire? Je ne dis pas est-ce que c'est bien, je m'en fiche complètement. Est-ce que vous êtes mis dans la position de dire Lovelock, Margulis, je ne veux pas en entendre parler? Non? Ah zut, alors j'ai raté complètement. Ah bah peut-être parce que vous appréciez Margulis et Lovelock. Ah, alors ça c'est une autre version. C'est possible quand... J'ai écrit ça il y a 2 ans, c'est possible qu'en 2 ans, la sensibilité ait suffisamment changé. Avec Frédéric, on a joué une autre version à Beaubourg et j'étais très surpris parce qu'en fait, personne ne s'intéressait à mon vieux cardinal parce que c'était que des jeunes et ils s'ignoraient tout de l'affaire Galilée. Donc j'ai eu un échec complet. À Rome, je pense qu'on c'est un peu différent. Donc ce qui m'intéresse, c'est les variations de réaction à cette situation. Et la situation peut être telle que maintenant, les gens disent, bah oui, évidemment, c'est une situation tellement... Si vous êtes militant d'Extinction Rébellion, vous n'allez pas entendre pareil que si vous êtes climato-sceptique, ça c'est sûr. Et donc du coup, l'association avec le Galilée de Brecht va évidemment être différente. Donc, oui. Qui est un peu cette force invisible qui tire justement toutes ces cordes, mais qui du coup ôte le pouvoir de la magie à l'humain, en quelque sorte. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi ce que vous souhaitiez dire, même à travers le fait, par exemple, dans la mise en scène dont vous parliez, qui est disponible sur YouTube, le fait que Galilée puisse douter, qu'il puisse être ébranlé même dans sa perception du monde, dans ses émotions, et qui par là même reflète en fait l'état de la Terre comme un être vivant et en mouvement permanent. Et donc je trouve que le parallèle avec le décor et la machinerie du théâtre est très vrai, parce qu'on le voyait comme quelque chose de statique,
quelque chose de mécanique essentiellement, alors qu'on sait aujourd'hui que les scénographies et les décors sont beaucoup plus qu'une mécanique. C'est pour ça qu'avec Frédéric Aitouati, quand on a fait une pièce qui s'appelle Gaia Global Circus, on était précisément sur cette affaire de remettre en scène l'agitation de la scène elle-même. Ça nous avait beaucoup intéressé d'essayer d'explorer, mais ce qui est très extraordinaire dans le texte de Fontenelle, c'est que pour lui, c'est une révélation qui fait à la marquise qu'il y a un Deus ex machina, qu'il n'y a pas de Deus ex machina, sauf des machines qui marcheraient toutes seules, ce qui est évidemment une absurdité complète. Donc il y a une espèce de deuxième offuscation, et c'est suivi dans une admirable série d'études sur le monde de Descartes, comme fiction, comme roman, ce que travaille Frédéric en ce moment, mais qu'il y a beaucoup d'historiens qui le travaillent. Et c'est absolument extraordinaire. Le début du monde de Descartes, c'est le début des opéras de l'époque, avec des effets sur les météores, etc. Mais ce roman a été celui dans lequel nous avons vécu jusqu'à Lovelock. Enfin, j'exagère évidemment, c'est ça mon histoire. Et maintenant, nouveau théâtre. Et cette fois-ci, le théâtre, c'est des agents, des acteurs qui sont effectivement la source de leur propre action. L'air que nous respirons est la source de l'action, etc., etc. Donc c'est ce renversement du renversement, qui m'intéresse à poursuivre avec mes amis metteuses en scène. D'autres réactions? Et le rôle d'Internet, de l'espace virtuel, puisque j'ai vu que récemment vous avez co-curaté une exposition avec le ZKM sur la question de la Terre, justement. Mais une grande partie, puisqu'on ne peut pas aller, grâce à ça. Elle va durer jusqu'en août 2021, donc on espère que le Covid va nous laisser aller la voir. Moi aussi. Mais pour l'instant, on voit sur Internet. Mais il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Les projets en ligne nous montrent des choses extraordinaires, vraiment formidables. Est-ce qu'aujourd'hui, le théâtre se joue beaucoup sur cet espace-là? Et c'est quoi votre projection de... Le médium théâtre et le médium textuel ou le médium exposition résonnent pour moi des mêmes intérêts. Mais le médium de l'exposition permet des tas d'autres choses que le théâtre en particulier, parce que les gens passent à travers, enfin, sauf qu'ils ne peuvent pas y aller. Mais les Allemands, eux, peuvent y aller. Enfin, à moins qu'aujourd'hui on ait confiné les Allemands aussi, mais jusqu'ici ils y arrivaient. Et donc on peut visiter... C'est l'avantage, c'est un peu le même problème, mais cette fois-ci dans un espace qu'on traverse et où on sent cette situation de la zone critique, qui est une version plus scientifique, enfin, plus précisément scientifique ou spatiale, disons, que Gaïa. Gaïa, c'est vraiment un problème de cycle qui remplace les cercles dans lesquels se situe Goliné. La zone critique, c'est plus spatialisé, donc on a une autre version, mais de la même mutation que j'appelle le nouveau régime climatique. Donc, pour moi, l'exposition et le théâtre sont très liés, oui. Pardon, mais en fait, je ne comprends pas votre parallèle parce que, contrairement aux inquisiteurs, les inquisiteurs, quand Galilée remet en cause le géocentrisme, en fait, il remet en cause le pouvoir de l'Église. Or, nous, qu'on remette en cause Enfin, vous dites qu'on est un peu dans une position d'inquisiteur, mais même si je reconnais le changement climatique et je reconnais la théorie des auteurs que vous avez cités, il n'y a pas d'enjeu politique, c'est-à-dire que je ne vais pas perdre mon pouvoir. Et donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on vous dit qu'on est dans une position d'inquisiteur, alors que l'inquisiteur, c'est celui qui cherche en fait à garder un ordre politique établi. Si vous êtes président directeur général de Exxon en 1990, arrive toute une série d'études de vos propres scientifiques qui disent le pétrole est la cause principale du changement climatique, et vous envoyez un mémo. Les Rockefeller ont, dans un célèbre procès, fait sortir tous ces mémos de Exxon, et vous dites à partir de maintenant, aucun scientifique payé par Exxon ne dira quoi que ce soit sur la question du changement climatique. Ça ressemble quand même un peu à l'Inquisition, sauf que ce n'est pas le pouvoir de l'Église
qui se comprend plutôt mieux, mais c'est le pouvoir de Exxon. Donc là, on a bien une inquisition. Alors, j'exagère un peu parce que, évidemment, j'essaye de vous faire vous-même mettre dans les sabots de l'inquisition. Je suis content que vous résistiez parce que c'est une position déplaisante. Mais en fait, la façon dont on vit ça, c'est plutôt qu'on est partagé. On sait que ça existe, ce changement, et on n'est pas sûr de ce qu'on peut faire avec. Donc, je reconnais que c'est une faible inquisition par rapport à cette idée, mais il faut se rappeler qu'elle est dramatisée dans la pièce de Brecht complètement aussi. L'Église était elle-même très partagée, d'ailleurs Bellarmine lui-même, enfin bref, toute cette histoire est beaucoup plus compliquée que... Quoique, j'ai fait vérifier le Brecht par des historiens modernes de Galilée, et il a bien travaillé l'histoire, c'est assez bon du point de vue, mais c'est génialement dramatisé. Donc évidemment, le parallèle est un peu excessif. L'Église... attendez, il faut que je réponde plus précisément, puisque nous sommes quand même à 3 kilomètres du pape François, qui est détesté par les cardinaux et évêques américains pour avoir écrit Laudato Si. Et Laudato Si est une encyclique qui dirige l'attention vers la terre et pas vers le ciel. Et donc il est complètement pris dans ce bouleversement. Et là, on a des exemples, j'en connais assez précisément, de cardinaux qui condamneraient assez volontiers le pape François pour Laudato Si. Là, la métaphore est presque... le parallèle est presque fidèle. Maintenant, à l'intérieur des sciences, ce n'est pas une inquisition, naturellement, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est une espèce de séparation des intérêts entre ceux qui s'intéressent aux organismes et ceux qui s'intéressent à la géologie, entre géologues et biologistes, disons. Donc les biologistes disent, c'est formidable, on étudie les animaux, il se trouve qu'il y a des conditions environnementales très importantes auxquelles ils s'adaptent, et les autres étudient les conditions environnementales et pas tellement les organismes. Et la découverte de Lovelock et de Margulis, qu'on voit dans ce petit schéma que vous avez sous les yeux, c'est que les conditions environnementales, ce n'est pas extérieur au travail et aux inventions et à l'évolution des organismes. Et ça, parce que c'est exactement un truc qui échappe, on l'a montré dans plein d'articles que j'ai publiés récemment, entre les biologistes et les géologues. On vient de publier avec Tim Lenton et toute une série de scientifiques un article dont le titre est « Pourquoi la vie est difficile à repérer sur Terre ?» Parce que ce n'est pas l'organisme, c'est l'organisme transformant ses conditions d'existence. Et le modèle commun qu'on apprend dans tous les manuels, c'est « Regardez, c'est formidable, la salinité de la mer est restée stable pendant des centaines de millions d'années, la Terre est à la bonne température, c'est formidable, il y a de l'eau, c'est formidable, etc. » Mais rien de tout ça n'est là par nature. Elle est là, par nature au sens ancien du terme, elle est là parce que les vivants l'ont produite. Si ça ne fait pas une révolution dans la façon dont on conçoit le monde dans lequel on est, qu'est-ce qui crée une révolution? Mais, comme les biologistes s'occupent des organismes dans un environnement et les autres s'occupent d'un environnement, effectivement, d'ailleurs, c'est ce qu'on montre dans notre article, du point de vue des physiciens, la vie, c'est presque invisible. Du point de vue de l'énergie qui vient du Soleil, les vivants, en 4 milliards d'années, ne sont arrivés à transformer que 0,14% de l'énergie solaire. Si vous êtes physicien, vous regardez la Terre, vous dites la vie, ça n'a aucun intérêt. Et nous, on trouve que c'est quand même assez important, la vie. Donc c'est vraiment un problème, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à cette révolution scientifique, c'est qu'elle est invisible. Et bizarrement, cette affaire de Terre qui tourne autour du Soleil, grâce d'ailleurs au fait, il ne faut quand même pas oublier que Galilée l'a dramatisé lui-même dans les dialogues écrits en italien. Il a fait tout le boulot de mise en scène, Galilée. Parce que sans ça, aucun cardinal n'aurait été le chercher. Il a été les chercher, il est tiré par la barbichette en disant « Attendez, regardez les gars, ça va vous choquer ». Et les gars ont dit « Bah oui, non, finalement, ça ne nous choque pas. Si, ça va vous choquer beaucoup. » Il y a toute une histoire alternative à faire de l'histoire de l'affaire Galilée. Il a été les chercher. C'est d'ailleurs très bien mis en scène dans une des scènes de Galilée, du Brecht, dans lequel Bellarmine lui dit « Mais bon, votre affaire, c'est pas très important. » Et Galilée dit « Mais si, il faut réinterpréter la Bible. »
Alors Bellarmine lui dit qu'il va devenir pape. L'autre qui va devenir pape lui dit l'interprétation de la Bible, c'est un peu notre job, nous les cardinaux. Et là commence l'affaire Galilée. Alors que maintenant, on ne peut pas construire, c'est ça qui m'intéresse dans ces exercices, c'est de construire la scène où on entend cette découverte et où on peut se positionner par rapport à elle. Mais elle n'est pas connue. C'est pour ça que j'avais été tellement choqué par la mise en scène de la Comédie Française, c'est de supposer qu'on est d'accord avec Galilée. Non, c'est trop facile. Et la scène 14 du Brecht, c'est justement à ce moment-là, après la bombe atomique, Brecht réécrit sa pièce pour dire, attendez les gars, là c'est plus compliqué. Le Galilée qui a créé la science, qui crée la bombe atomique, ça va entraîner des conséquences pour les spectateurs. Rien de tout ça n'était visible dans la mise en scène. Et évidemment, l'idée, c'est de mettre en scène cette pièce-là, mais bon, j'y arriverai jamais. Mais... J'ai répondu à votre question, monsieur. Il faut pousser mon affaire, hein. Mais il me semble qu'il a une sorte de redécouverte de l'importance d'Alexandre von Humboldt, qui est effectivement un des premiers, si ce n'est pas le premier, qui a démontré des liens entre justement la géographie, la géologie et la biologie, qui a un effet très important pour amener à une sorte une révolution et ainsi de suite avec Darwin, etc., etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a tendance de retourner vers cette perspective qui est tellement basique à l'époque, je ne sais pas si c'est basique, mais d'une certaine manière révolutionnaire. Je n'ai pas compris, la question est sur Darwin ou sur... Non, sur Alexandre von Humboldt. Ah, Humboldt, Donc, est-ce qu'on est en train de redécouvrir un personnage comme ça et qui nous donne finalement, il y a 200 ans, on a déjà oui, ça c'est très intéressant. su comment regarder la Terre. D'abord, à cause de alors là, c'est là où la révolution dont je parle, c'est très surprenant. La révolution dont je parle, que j'attribue avec raison à Lovelock Margulis, elle est très peu connue, mais la conséquence politique de cette révolution, qu'il faut garder la Terre à 2 degrés, moins de 2 degrés, 1,5 officiellement, elle est complètement commune. Donc c'est un cas complètement différent du parallèle Galilée, c'est que la totalité de la politique internationale est organisée, du point de vue officiel en tout cas, autour de cette question qu'il faut rester à l'intérieur d'une enveloppe de 1,5 degré. Mais réfléchissez une seconde que rester à l'intérieur de cette enveloppe n'a de sens que si vous acceptez la théorie de Gaïa, que la Terre est auto-réglée par les vivants. Parce que sans ça, pourquoi est-ce qu'il faudrait rester à 1 degré plutôt qu'à 8 ? Ça n'a de sens. Donc, je suis un peu historien des sciences et je ne vois pas de précédent à une doctrine qui est totalement répandue, dont la source scientifique est pratiquement inconnue. Alors, maintenant, on réinterprète le passé et on trouve évidemment des tas de précurseurs à cette idée, et tous les scientifiques avec lesquels je travaille se remettent sur Humboldt. D'abord parce que c'était le centenaire de sa naissance, le bicentenaire de sa naissance, oui. Non, de sa mort, pardon. Et donc, attends, je me trompe. Oui, de sa mort. Et donc, il y a eu des tas de célébrations. En plus, les Allemands ont beaucoup investi sur Humboldt. Et c'est vrai que quand on lit de Humboldt, on trouve beaucoup d'équivalents, en particulier dans ce livre qui s'appelle Cosmos, qu'il a failli appeler Gaïa, d'ailleurs. Bon, le titre, à l'origine, était Gaïa. Mais on en retrouve des tas d'autres, parce qu'on n'arrête pas de voir des précurseurs. Mais il faut toujours se méfier du fait qu'on retrouve des précurseurs, parce que l'idée géniale de Galilée, de Lovelock Galilée, ce qui fait un contraste que je ne pouvais pas rater, que j'ai développé face à Gaïa. Galilée lève son télescope vers la Lune
Et Lovelock, à ce moment-là, se trouve à Pasadena, où il a été invité parce qu'il a inventé un instrument qui permet de détecter des quantités de chimie extrêmement précises. Donc c'est un inventeur d'instruments, Lovelock, à l'origine. Et au moment où la NASA envisage d'envoyer un Pioneer, je crois, sur Mars, lui demande, est-ce qu'on peut faire un instrument assez petit pour pouvoir capter justement ces fameuses traces chimiques qui révéleraient la vie sur Terre, la vie sur Mars. Lovelock va à Pasadena, il travaille un peu la question, il dit je peux vous faire l'appareil, mais je pense que ce n'est pas la peine d'y aller. Et il fait cette expérience de pensée qui est donc l'inverse de Galilée. Il dit si vous êtes sur Mars et que vous regardez la Terre et que vous regardez le schéma que je vous donne, c'est le premier papier publié par Lovelock sur Gaïa. Vous regardez ce schéma et vous savez qu'il y a de la vie sur Terre. Parce que chimiquement, il est impossible que le méthane et l'oxygène restent ensemble sur des périodes longues sans réagir l'un avec l'autre. Alors évidemment, les gens du service qui envoyaient les Pioneers sur Terre, sur Mars, n'étaient pas très contents de la suggestion de Lovelock. Mais quand a apparu 2 ou 3 ans après les chiffres qui sont dans ce document que vous avez sous les mains, ils se sont dit, enfin, il y a toujours, c'est un argument toujours pour envoyer des fusées maintenant sur Vénus, maintenant sur Mars. Mais vu de Mars, vous regardez la Terre et vous savez qu'elle est vivante. Donc vous voyez le parallèle, enfin le contraste est tellement beau avec la découverte de Galilée que je ne pouvais pas le rater. L'un s'aperçoit que la Terre est la même, quels que soient tous les corps sont des corps infiniment. Et l'autre se dit de Mars, je regarde la Terre et je dis elle est complètement différente de toutes les autres planètes. Parce qu'elle est en déséquilibre chimique, contrairement à Vénus, contrairement à Mars, etc. Donc Humboldt, oui, il y a des tas de parallèles. Bon, je ne sais pas si mon expérience a marché. Merci beaucoup, Bruno, et bonne soirée. Donc, je vous demande de sortir, si possible, d'abord les rangées les plus proches de la porte et ensuite les autres les plus proches. Et je pense qu'on peut applaudir une dernière fois Bruno Latour.